Notre histoire prend place à Denver, dans l'État du Colorado, aux États-Unis. On se situe vraiment au centre du pays. Catherine Daisy Coleman est née le 30 mars 1997. Elle est la fille de Melinda et Michael Coleman. Sa mère est vétérinaire et son père est médecin de profession. Le couple a 4 enfants et Daisy est la seule fille de la fratrie. Les garçons se nomment Charlie, Logan et Tristan. La famille réside à Albany, dans l'État du Missouri. Mais la famille Coleman va vivre une première tragédie en 2009. Le père de famille se trouvait dans sa voiture en compagnie de Daisy et son fils le plus jeune, Tristan. Ils sont en chemin pour retrouver un autre garçon de la famille qui participe à une compétition de lutte. Malheureusement, le véhicule glisse sur la glace avant de terminer sa route dans un ravin. Ce jour-là, Michael perd la vie suite à ce grave accident, mais ses 2 enfants, eux, survivent. Peu après le décès, Melinda et ses enfants déménagent à Maryville, dans l'État du Missouri. À partir de là, mes amis, on entre dans une partie de la vidéo un peu sensible. Je n'ai pas mis tous les détails que j'ai pu trouver car il faut vraiment avoir le cœur accroché. Et comme ça concerne des adolescents, je n'ai pas voulu rendre la chose beaucoup plus graphique que ça. Écoutez bien ce qui va suivre, c'est choquant. Le 8 janvier 2012, Daisy a 14 ans. À ce moment-là, elle est pom-pom girl en première année de lycée. Elle est avec une amie, une certaine Paige Parkhurst, qui a 1 an de moins qu'elle. Les 2 amies font une sorte de soirée pyjama et regardent des films d'horreur. Apparemment, elles avaient consommé un peu d'alcool. On ne sait pas si les 2 adolescentes ont l'habitude de boire car aux États-Unis, l'âge légal pour consommer de l'alcool est de 21 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure de la soirée, elles commençaient de plus en plus à être dans un état second. Ici, on comprend que les jeunes femmes étaient de plus en plus sous l'emprise de l'alcool. Et d'ailleurs, ça va se confirmer car leurs décisions deviennent de moins en moins réfléchies. Durant la soirée, Daisy envoie un message à Matthew Barnett, un adolescent de 17 ans. Ce dernier avait repéré Daisy dernièrement et les 2 lycéens avaient échangé leur numéro de portable. Il est en dernière année de lycée et il fait partie de l'équipe de football. Il avait la cote auprès des filles, comme c'est le cas avec Daisy et Paige. Charlie, le frère aîné de Daisy, le connaît, pratiquant lui-même ce sport. L'adolescent a prévenu sa petite sœur en amont. Elle ne doit pas s'approcher de Matthew. Mais vous vous en doutez bien, Daisy ne va pas l'écouter. Les grands frères et les grandes sœurs, c'est un peu comme les parents parfois. On n'a pas forcément envie de les écouter et leurs conseils, on s'en fout complètement. On est un peu dans ce délire rebelle, laissez-nous vivre, tu n'as pas ton mot à dire. T'es pas mon père, t'es pas ma mère. On a un peu cette mentalité quand on était un peu plus jeune. Bref, Daisy et Matthew discutent un peu au cours de la soirée. Alors qu'il est 1 h du matin, les 2 amis quittent la maison de Daisy où elle se trouve. Ils passent par la fenêtre afin de ne pas se faire surprendre. Des garçons l'attendent en voiture un peu plus loin, dont Matthew Barnett visiblement. Tout le monde se rend ensuite chez le joueur de football. On ne sait pas si c'est une idée des jeunes filles ou de Matthew. Mais une chose est certaine, Matthew n'est pas seul chez lui. Il est accompagné de plusieurs amis. L'hôte va servir de l'alcool à ses nouvelles invitées, même si elles sont bien plus jeunes que les autres. Tout le monde est dans l'ambiance de la soirée. Daisy consomme sa boisson, mais elle se sent assez vite dans un état second, au point qu'elle a du mal à comprendre ce qui lui arrive. Mais cela n'empêche pas l'adolescent de la servir à nouveau. Matthew en profite pour conduire l'adolescente dans une autre pièce, tandis qu'un garçon de 15 ans entraîne Paige dans une autre chambre. Les 2 amis sont ainsi séparés, se retrouvant à la merci de prédateurs. Daisy est incapable de parler normalement, d'opposer une résistance en présence de Matthew. Paige est agressée par l'ami du joueur de football. Elle a exprimé son désaccord à plusieurs reprises, mais cela n'a pas empêché son agresseur de la déshabiller et de commettre l'irréparable. Après avoir traumatisé les 2 jeunes filles, Matthew et ses 2 amis se disent qu'il est temps de les ramener d'où elles viennent. Daisy est retrouvée par sa mère quelques heures plus tard, évanouie sur le porche d'entrée de la maison familiale. L'adolescente est seulement vêtue d'un t-shirt et d'un pantalon de survêtement alors que les températures sont glaciales, sous la barre des 0 degrés. L'adolescente souffre même de gelures, prouvant qu'elle est dehors depuis une certaine période. Melinda se rend rapidement compte qu'il y a un autre problème. Alors qu'elle fait prendre un bain à Daisy, elle remarque des marques d'agression sur le corps de sa fille. Elle contacte directement la police avant de conduire sa fille à l'hôpital. Les investigations débutent sous la supervision du shérif Darren White suite au signalement de Melinda Coleman. La mère de famille a bien agi. L'adolescente est examinée et révèle qu'elle a subi une agression de la part de Matthew Barnett. Elle était alcoolisée et elle ne se souvient pas s'être déplacée d'une pièce à une autre. Les policiers interrogent Paige sur le déroulé de la soirée. L'adolescente avoue ce qui s'est passé de son côté.
Matthew et les autres garçons lui avaient assuré qu'il resterait avec la jeune fille le temps qu'elle dessoule. Daisy était en pleurs dans la voiture dans le chemin du retour. Ils n'ont visiblement pas attendu longtemps avant de partir et de laisser Daisy désorientée. Les faits sont pris suffisamment au sérieux pour que des policiers obtiennent un mandat de perquisition de la maison où la fête s'est déroulée. Les garçons impliqués sont conduits au commissariat afin d'être auditionnés. Matthew Barnett est même placé en détention quelque temps. Malgré les nombreux éléments récoltés en peu de temps, les accusations à caractère S à l'encontre de Matthew Barnett sont abandonnées. Une vidéo de l'agression de Daisy aurait été prise par un garçon se trouvant chez Matthew Barnett ce soir-là. Elle aurait circulé dans le lycée et Charlie en aurait eu connaissance. Là, autant vous dire qu'il n'y avait rien qui allait. Aujourd'hui, on parlerait de revenge porn, mais clairement il y a 10 ans, on n'en parlait pas encore véritablement. Mais Daisy était mineure lors des faits, donc on est sur de la infantile et c'est illégal, même si la personne qui filme est elle-même mineure. Pourtant, l'affaire crée la polémique dans la ville et la famille Coleman se retrouve harcelée par les résidents. La présence des Coleman dérange de plus en plus à Maryville. La famille ne vit ici que depuis quelques années seulement, quand Matthew Barnett est l'enfant du pays. Les Barnett sont implantés à Maryville depuis plusieurs générations et bénéficient d'une excellente réputation. Le grand-père de Matthew, Rex Barnett, est le représentant républicain de l'État du Missouri. Il en est d'ailleurs à son 4e mandat. Bien que le dossier soit à charge contre Matthew Barnett, rien n'est fait pour rassurer Daisy et ses proches. Le procureur du comté de Nodaway, Robert Rice, décide d'abandonner les charges criminelles, donc relatives à l'agression charnelle de Daisy au bout de 2 mois. L'homme assure qu'il n'y a pas assez de preuves. Le procureur du comté de Jackson, Jean Peters Baker, intervient aussi dans le cadre de l'affaire. La famille Coleman a critiqué le travail de son prédécesseur. Melinda est certaine que Robert Rice a cédé à la pression politique, la famille Barnett ayant des relations bien placées. Le procureur répond que la famille Coleman n'a pas voulu coopérer, ce qui a motivé sa décision. Les proches de Daisy assurent que c'est faux, qu'ils ont toujours été présents pour aider à résoudre l'enquête, jusqu'à ce que les charges soient abandonnées. La même conclusion tombe suite à la prise en charge par un autre représentant de la justice. Manque de preuves. La vidéo qui aurait été prise la nuit de l'agression n'aurait pas été retrouvée. Si Rex Barnett assure ne pas avoir pris part à l'affaire, le Daily Mail publie un article dans lequel il renseigne que l'homme faisait partie d'un comité avec le shérif Darren White. Les parents de Matthew Barnett sont préoccupés par la situation de leur fils et refusent que son nom soit traîné dans la boue. Shirley et Tommy Barnett témoignent dans les médias, notamment auprès du Daily Mail. La mère de famille, agent immobilier de profession, déclare que son fils mérite des excuses. Les accusations dont il fait l'objet ruineraient son existence. Tommy assure que son fils est lynché en place publique. La scolarité de Daisy devient un enfer, tout comme son quotidien. Entre la fameuse vidéo diffusée à l'école et l'harcèlement, il est difficile pour la jeune fille d'envisager un retour normal à la réalité. Des rumeurs circulent à son sujet et on la traite de tous les noms. On la voit comme la fille qui a voulu salir la réputation d'un fils de bonne famille. Ses frères ne sont pas non plus épargnés, vivant également un harcèlement en dehors de l'école. La famille Coleman envisage de retourner vivre à Albany. La pression était beaucoup trop forte. L'entourage des Barnett est de plus en plus menaçant à son égard. Melinda perd même son emploi au moment où Matthew Barnett est placé en détention. Là, la décision est prise et les valises sont faites. Les Coleman quittent Maryville en août 2012, 7 mois après l'agression de Daisy. Cela ne faisait que 2 ans qu'elle s'était établie dans la ville. La situation a pris des proportions considérables, au point où la maison de Melinda et de ses 4 enfants a été réduite en cendres dans les mois suivant la révélation de l'affaire. Malgré le déménagement, la vie à Albany est également compliquée pour Daisy. Ici, petite parenthèse parce que je trouve ça beaucoup trop choquant en fait. C'est la victime qui malheureusement en prend plein la gueule. Et c'est souvent le cas malheureusement dans des affaires d'agression. On croit de moins en moins la victime, c'est du grand n'importe quoi. Ils ont abusé d'elle, ils l'ont filmée, ils l'ont harcelée, ils ont pourri sa vie, mais c'est elle la coupable. Quand je vous dis que c'est du n'importe quoi, cette affaire c'est du grand n'importe quoi. Quand tu vois tout ça, c'est là que tu te rends compte qu'on n'est pas égaux. T'as des gens qui ont du pouvoir qui pourront se sortir de n'importe quelle situation. Et on est exactement dans ce genre d'exemple. Bref, reprenons. La maison aurait été brûlée peu de temps après le départ des Coleman. Mais il faut imaginer que ça aurait pu arriver alors qu'ils vivaient encore sur place. On est quand même dans un foyer comprenant une mère seule avec ses 4 enfants. Les gens sont suffisamment malades ou sans cœur pour vouloir du mal à toutes ces personnes.
Le collectif de Hackers Anonymous prend connaissance de l'affaire. C'est un membre nommé Elias qui aurait découvert le récit de cette adolescente agressée lors d'une soirée. Il partage l'information à d'autres Anonymous, dans le but de remettre l'affaire sur le devant de la scène. Une vidéo est diffusée sur YouTube en octobre 2013, exigeant que le dossier de Daisy soit réouvert. L'identité de son agresseur est d'ailleurs partagée massivement. Le collectif affirme ne pas comprendre comment avec autant de preuves, l'agresseur n'a pas été arrêté et condamné. Maryville est également mise dans le collimateur, ainsi que ses résidents, ceux-ci n'ayant pas aidé la victime et sa famille à obtenir justice. En janvier 2014, on retrouve Matthew Barnett sur la scène médiatique. L'homme mineur au moment des faits n'avait pas vu son identité dévoilée avant l'intervention des Anonymous. Il plaide coupable pour accusation de mise en danger d'enfant, après avoir laissé Daisy à l'extérieur de chez elle dans le froid. L'agression S n'a pas été retenue. Bon, je pense que vous avez compris pourquoi je dis S, c'est pour pas être banni de YouTube avec la monétisation, etc., etc. Parce que oui, je le rappelle, YouTube c'est un peu compliqué avec certains mots. Voilà, toute petite parenthèse. Donc comme je le disais, l'agression S n'a pas été retenue. Il est présenté devant un tribunal pour mineurs. Le jeune homme reconnaît avoir eu des relations charnelles avec Daisy Coleman. Il déclare cependant qu'elles étaient consenties. Alors que la condamnation initiale prévoit 4 mois de prison, il reçoit une condamnation de 2 années de probation. Il a juste à se tenir correctement pendant 2 ans, ne pas se faire remarquer par les autorités pour être laissé tranquille par la suite. Matthew Barnett doit également effectuer 100 heures de service et doit verser une compensation financière de 1800 $ à la famille de Daisy. Un autre adolescent a été accusé d'exploitation charnelle d'un mineur suite à l'enregistrement d'une vidéo des faits. Matthew Barnett, qui était alors étudiant à l'université de Central Missouri, est de nouveau exposé. Lui qui aspirait à devenir footballeur professionnel se retrouve contraint à abandonner son parcours étudiant au cours de sa première année. L'université avait diffusé un mail à tous les étudiants à cette période, en guise de soutien pour le jeune homme. Cet incident s'est produit il y a plus d'1 an, et toutes les accusations contre les personnes d'intérêt ont été abandonnées. L'université est tenue de permettre à tous les étudiants qualifiés et éligibles de poursuivre leurs études. Comme je vous l'ai dit, ici c'est du grand n'importe quoi. Ils sont tous du côté de l'agresseur. Combien d'histoires j'ai pu voir où l'agresseur continuait tranquillement sa vie, comme si de rien n'était, comme s'il avait rien fait finalement. L'agresseur poursuit sa vie, mène ses études, travaille, pendant que la victime, elle, s'effondre de plus en plus dans l'obscurité. Daisy Coleman apparaît dans un documentaire Netflix en 2016, nommé Audrey et Daisy, réalisé par Bonnie Cohen et John Schenk. Il a été diffusé au festival du film Sundance en janvier 2016. Les témoignages qui sont partagés sont comme une onde de choc sur la plateforme. La parole de Daisy est accompagnée de l'histoire de Audrey Pott. Elles ont toutes les deux vécu un traumatisme similaire à l'adolescence, mais dans des régions différentes des États-Unis. Si Daisy a pu témoigner elle-même pendant le documentaire, on découvre qu'Audrey, victime de harcèlement, a mis fin à ses jours. Audrey a été agressée par 3 garçons à Sarasota, en Californie, en 2012. Dans les jours où elle a dénoncé cet acte, elle a mis fin à ses jours. Les 2 jeunes filles ont vécu un calvaire inimaginable, alors qu'elles étaient encore à un âge où on se construit. Faut avoir beaucoup de courage pour témoigner de son histoire dans un documentaire, surtout quand on sait ce qui leur est arrivé. Il est difficile de parler de ce genre de choses, alors se dévoiler ainsi, quand on sait que ce sera diffusé à grande échelle, je me dis qu'il faut avoir une certaine force en soi. Daisy traite de l'avant et l'après-agression. Elle tente de se reconstruire, mais c'est difficile. Des proches à elle témoignent également dans le documentaire. Ils assurent que la jeune femme a tenté de se supprimer à 2 reprises, à cause du harcèlement qu'elle a vécu sur les réseaux sociaux. Des gens que je ne connais même pas me traitent de salope, de pute tous les jours. Je n'ai jamais été du genre sensible, mais quand vous entendez des choses horribles sur vous-même, partout où vous allez commencer à les croire. J'ai commencé à me demander si ce qui m'est arrivé était de ma faute. Le rôle des autorités locales dans le traitement de l'affaire est également revu, notamment celui du shérif de Maryville, Darren White. Ce dernier aurait affirmé au réalisateur du documentaire les choses suivantes. Sans pointer du doigt qui que ce soit, cela sert les causes des gens en inventant des choses qui ne se sont pas vraiment produites et qui n'existent pas vraiment. Ne sous-estimez pas le besoin d'attention, surtout pour les jeunes filles. L'homme avait même déclaré dans le média Kansas City Star en 2013 que la famille Coleman devait s'en remettre.
Donc là, il est interviewé dans un documentaire et il va dire tranquillement que c'est une menteuse. Que toutes les pseudo-agressions qu'elle aurait pu avoir, c'est du mensonge. C'était juste pour avoir de l'attention. Je sais pas s'il mesure le poids de ses propos, mais c'est terrible de dire ça. À quel moment tu remets en cause une agression de la sorte? C'est juste n'importe quoi. Avec la sortie du documentaire, Daisy se montre un peu plus présente dans les médias. Elle reçoit un Cinema Ace Honor avec Audrey, une récompense pour les films non romanesques ou les documentaires. Daisy déménage à Lake Work, dans l'état du Colorado. Elle s'implique dans la lutte contre les violences à caractère S, et elle va confonder l'association Safe Bay. On peut traduire le nom par Safe Before Anyone Else, en sécurité avant tout le monde. Et c'est un organisme à but non lucratif tourné vers les jeunes. Le but est de venir en aide aux collégiens et lycéens victimes d'agressions et d'attaques S en tout genre. En juin 2018, la famille est de nouveau touchée par une disparition. Tristan décède à 19 ans à l'ouest du Kansas. Il conduisait avec sa mère Melinda qui a été blessée. Elle est hospitalisée et survit à ses blessures. Cet événement tragique survient presque 10 ans après l'accident où son père a perdu la vie et dans lequel il aurait pu mourir également. Daisy est touchée par la perte de son plus jeune frère, qu'elle considérait comme son meilleur ami. Elle lui rend hommage sur son compte Instagram. La rubrique nécrologique renseigne qu'il était sur le chemin du retour après avoir aidé sa sœur dans son déménagement. Daisy est donc partie à Colorado Springs, dans l'état du Colorado, à cette période. Elle débute une carrière dans le tatouage. Elle envisage un nouveau projet de film qui devrait s'intituler Saving Daisy. Ce nouveau documentaire devrait se centrer entièrement sur son processus de reconstruction, son stress post-traumatique dû à l'agression et les différentes thérapies qu'elle a pu suivre. Ce projet de film sort en 2019. Le 4 août 2020, Melinda s'étonne de ne plus avoir de nouvelles de sa fille. Elle tente à plusieurs reprises de la contacter, mais sans succès. La mère a un mauvais pressentiment. Elle sait que sa fille a rencontré des moments difficiles, et elle s'inquiète. Elle prévient les autorités afin qu'un contrôle de bien-être soit réalisé. La police se rend à l'adresse de Daisy et font la découverte de son corps inanimé. La jeune femme se trouvait en appel FaceTime avec un petit ami occasionnel, quand à un moment elle a pris un pistolet et elle s'est tiré une balle. Daisy aurait appris peu de temps auparavant qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. La mère publie ce message déchirant sur son compte Facebook. « Ma fille Catherine Daisy Coleman a mis fin à ses jours cette nuit. Elle était ma meilleure amie et mon incroyable fille. Je pense qu'elle a cru que je pouvais vivre sans elle, mais je ne peux pas. J'aurais aimé pouvoir lui enlever sa douleur. Elle ne s'est jamais remise de ce que ces garçons lui ont fait subir. Et c'est tout simplement injuste. Ma petite fille est partie. » Les proches de Daisy sont sous le choc suite à sa disparition. Si les médias mettent l'accent sur l'agression vécue dans son adolescence, ses amis ont tendance à voir les choses autrement. La jeune femme vivait un véritable harcèlement depuis le mois de décembre. Daisy avait d'ailleurs laissé entendre qu'elle préférait agir elle-même en sautant la vie plutôt qu'en attendant que l'individu la tue. Elle était terrifiée par cette situation. La jeune femme avait plusieurs certitudes au sujet de son harceleur. L'individu l'a contactée par téléphone, mais elle avait l'impression qu'il changeait également de numéro afin de revenir vers elle facilement. Il avait découvert son adresse et frappait régulièrement à sa porte. Il lui aurait même volé ses clés. Daisy avait si peur de cette situation qu'elle songeait à déménager. La perte de Daisy est terrible pour sa famille, en particulier sa mère. Melinda a tout fait pour soutenir sa fille suite à ce qu'elle a vécu, mais cela semble-t-il raviver ses douleurs, qui étaient encore bien présentes. Le message qu'elle avait posté sur les réseaux sociaux devient lourd de sens. La mère de Daisy prend le même chemin que sa fille. 4 mois seulement après la disparition de la jeune femme de 23 ans, elle met fin à sa vie le 6 décembre de la même année, dans sa maison à Albany. Il ne reste plus que 2 garçons dans la famille Coleman, qui comptabilisait 6 membres au départ. Son fils Logan, âgé de 25 ans, se trouvait dans la maison au moment où le drame est survenu. Comble de l'ironie, Matthew Barnett s'exprime pour la première fois dans la presse à cette période. L'homme de 26 ans assure qu'il est triste d'apprendre le décès de Melinda Coleman, ainsi que celui de sa fille Daisy. Il n'a pas exprimé d'autres commentaires à ce sujet. Il vit désormais à Kansas City, à 1h30 de route de Maryville. Il a acheté là-bas une petite maison en 2017. L'homme vit en couple et travaille en tant que gestionnaire de projet dans une entreprise de toiture industrielle, Delta Innovative Service. Safe Bay a fait un communiqué sur son site internet. Le décès de Daisy a été un trop-plein pour Melinda. Nous sommes en état de choc. Nous avons perdu Melinda Coleman ce soir. Elle avait un chagrin infini de perdre son mari, de perdre Tristan et Daisy. Elle ne pouvait plus vivre avec tout ça. Elle ne pouvait plus vivre avec tout ça.
Melinda Coleman avait partagé des photos ainsi qu'un message sur son compte Facebook en hommage à sa fille. « Il n'y a pas assez de je t'aime que j'aurais pu dire quand je tenais ton corps froid, brisé, mort. Je t'ai tenu comme un bébé de toutes les manières, mon bébé. Le bébé que j'ai tenu quand tu es venu dans ce monde. Cela a toujours été mon plus grand bonheur et ma plus grande joie d'être ta mère et ta meilleure amie, ta maman ours. » Le message touchant de cette mère montre à quel point elle l'aimait. Ça nous montre aussi à quel point Daisy était dévouée pour les autres. La mère a également l'impression de ne pas avoir assez fait pour elle et indique que ses 2 enfants disparus lui manquent. Des hommages lui sont à son tour rendus, prouvant que son courage, sa bienveillance et son combat auprès de sa fille étaient d'une importance capitale. Ici, je n'ai pas trouvé d'informations sur Logan. Pour ce qui est de Charlie, il poursuit toujours le combat qu'il menait au départ avec sa sœur. Il est impliqué dans l'organisme Safe Bay et il fait des interventions dans les écoles pour parler des cas de violence. Je souhaite à Logan de vivre en paix désormais et de surmonter tout ça. On se retrouve après cette affaire qui est particulièrement horrible. On est dans un escalier d'horreur où tout le monde va partir petit à petit. Quand je vois le calvaire qu'a subi cette famille, ça a dû être tellement mais tellement terrible. Pour que la mère et la fille en viennent à mettre fin à leur jour, imaginez juste. Elles avaient une douleur tellement forte à la poitrine qu'elles n'ont même pas pu vivre par la suite. Daisy Coleman était une adolescente normale qui vivait tranquillement. Si la perte du père de famille avait affecté tout le monde, Melinda et ses enfants avaient su rebondir, reconstruisant leur foyer dans une autre ville. La jeune fille grandit, se fait des amis et les premiers crushs apparaissent. Étant la seule fille de la fratrie, ses frères sont protecteurs avec elle et son aîné lui l'avait même défendu de s'approcher d'un camarade de football. Daisy est quand même allée chez le garçon en compagnie de son amie Paige, pensant peut-être qu'il ne lui arriverait rien si elle était avec quelqu'un. Malheureusement, les 2 adolescentes se sont retrouvées dans un piège. Elles ont été agressées et Daisy a été lâchement abandonnée dans le froid devant chez elle. Avec le soutien de sa mère, elle a tenté de faire condamner son agresseur pour ce qu'il lui a fait. Suite à l'émergence de l'affaire, Daisy et sa famille sont devenues la cible d'une ville entière, entre harcèlement en ligne et obstacles dans la réalité. Les Coleman ont fui la ville qui ne voulait pas d'eux. Si l'adolescent ayant agressé la jeune fille a été présenté devant un tribunal, il n'a jamais été condamné pour ce que Daisy a véritablement subi. Même le collectif Anonymous s'est mêlé à l'affaire, sans que cela ne permette d'obtenir le verdict escompté. Elle a porté ce poids 8 années en elle, mais c'était trop lourd pour une adolescente, puis pour une jeune femme. Malgré le soutien de ses proches, elle s'est ôté la vie en août 2020. La famille Coleman a vécu de nombreuses tragédies et aucun membre n'a été épargné dans la souffrance. Ici, toutes les affaires sont difficiles à traiter à leur manière, mais je dois dire que celle-ci me laisse un goût amer dans la bouche. Si vous vivez des moments terribles, je vous invite à en parler à des personnes de confiance plutôt que de rester seul. Pour la France, le numéro de prévention est le 3114, donc n'hésitez pas mes amis. Si vous vivez des choses similaires, surtout ne vous taisez pas et ne restez pas seul. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. Sur ce, il est temps pour moi de vous laisser. J'attends vos avis dans les commentaires concernant cette affaire comme d'habitude. J'ai hâte de vous lire. Sur ce mes amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle affaire, c'était Mogota.